Hey, bonjour tout le monde, vous êtes avec Yann Ajmo sur le Francophone. Aujourd'hui, une vive discussion, quoi dire, un débat sur la pertinence ou la futilité de faire la réanimation cardio-respiratoire pour nos patients COVID qui font des arrêts cardiaques intra-hospitaliers. C'est parti. Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Comme je le disais, aujourd'hui, on va parler de la pertinence ou de la futilité de faire de la réanimation chez nos patients COVID. Que vous le savez, avant l'arrivée du COVID, les arrêts cardiaques intra-hospitaliers, on avait à peu près 25 de survie, dont 11 de ces patients-là survivaient s'il y avait un rythme qui était non choquable, alors que 81 de ces arrêts cardiaques-là étaient dus à des rythmes non choquables. Avant le COVID, les arrêts cardiaques, la CLS, la réanimation, c'était assez simple, c'était assez no-brainer pour les médecins qui étaient habitués d'en faire. Ça se faisait bien, mais maintenant, c'est tellement rendu compliqué. Il y a tellement de variables qu'il faut prendre en compte. La disponibilité, l'efficacité des EPI, toute l'aérosolisation, le temps que ça prend pour rentrer, les taux de survie. Donc, c'est pour ça qu'on se demande si c'est futile ou non. Est-ce qu'on devrait mettre un statut de non-réanimation à nos patients? C'est là-dessus qu'on va discuter aujourd'hui. Avant de commencer la discussion, je voudrais juste se mettre tout le monde à jour. Naturellement, toutes les études qu'on va parler aujourd'hui vont être dans les notes de la balado. Il y a deux études intéressantes là, qui ont sorti qui disent essentiellement la même affaire, une dans le JAMA de TAPA et l'autre dans le Critical Care Medicine par CHA. Globalement, on se rend compte que les taux de mortalité avoisinent les 0%. On a à peu près 90 de ces patients-là qui codent intra-hospitaliers, qui ont des rythmes non choquables. Entre 30 et 50 ont des ROS, qui ont des retours à la circulation spontanée, mais il y en a très peu qui s'en sortent vivants et neurologiquement intacts après 30 jours. Pour ces patients-là, c'est à peu près le même genre de pourcentage. 80 de ces patients-là étaient déjà intubés à l'urgence ou aux soins intensifs. Il y en avait à peu près 30-40 qui étaient sous thérapie de remplacement rénal, puis environ la moitié des patients étaient sous vasopresseur. Ça, c'est l'expérience de Yuan et l'expérience au Michigan que je viens de vous parler là. Il y a quand même une étude qui est un petit peu différente, celle de Hayek qui est parue dans le BMJ, si je me rappelle bien, c'était en septembre dernier. Ça regroupait 680 unités de soins intensifs aux États-Unis avec 5000 patients, dont 700 patients qui avaient fait des arrêts cardiaques intra-hospitaliers. Puis de ces 700 patients-là, il y en avait 57 donc 400 patients à peu près sur les 5000 qui ont eu droit à de la réanimation à cause de leur niveau de soins. Comme je le disais, c'est environ 75-80 des rythmes non choquables, mais eux avaient un 12 de survie à 30 jours, mais seulement 7 qui avaient un état neuro intact. On se rendait compte que c'était très relié à l'âge. Donc, en bas de 45 ans, il y avait 21 de survie de ces patients-là, puis en haut de 80 ans, c'était 3 Donc, petite différence comparativement aux autres études, mais globalement, des taux de mortalité qui sont de loin inférieurs à ce qu'on avait. Alors, pour parler de tout ça aujourd'hui, je suis en compagnie de deux médecins que vous connaissez bien. Dr. Philippe Rolla, qui est le chef des soins intensifs du centre universitaire, l'installation Santa Cabrini, et qui est un blogueur émérite sur Thinking Critical Care. Alors, bonjour Philippe, ça va bien? Salut Yann, merci de m'avoir. Ça fait plaisir, comme à l'habitude. Écoute, Philippe, on le sait que tu es toujours très actif sur la Twittosphère et sur ton blog. Je pense que ce qui s'en vient pour toi dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est des cours online de APRV-TCAV. Hein? C'est bien ça que tu fais avec tes collègues, ton collègue Rory Spiegel, hein, si je me rappelle bien? Oui, c'est ça, on en a fait un il y a quelques semaines, le premier, la version bêta, puis on planifie, je pense, le prochain est au mois de mai, puis peut-être un autre avec probablement le HNR qui sera probablement en septembre. OK, cool. Ben, on va être là. Puis, gênez-vous pas pour le suivre sur son blog. De l'autre côté du ring, on va voir Mathieu Moreau. Alors, Mathieu, on l'a déjà eu une première fois, en fait, deux fois dans nos anciens podcasts. Alors, Mathieu, c'est un médecin qui fait 8 ans qu'il pratique aux soins intensifs. Il est en train de compléter une année complémentaire en soins palliatifs, puis il est à maîtrise à l'éthique clinique, donc un candidat tout désigné pour venir discuter avec nous aujourd'hui. Allô, Mathieu, ça va bien? Bonjour Yann, ça va très bien. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Excellent. J'espère que tu es en forme pour affronter Philippe. Toujours. Excellent. Alors, ça a commencé avec une petite discussion que vous avez eue sur Twitter. Là, on ne peut pas dire que c'était un Twitter fight, là, mais quand même, c'était probablement intéressant à suivre. Donc, moi, j'aimerais ça avoir d'entrée de jeu, là, commencer avec chacun votre tour une intervention pour me dire un peu, c'est quoi votre vision par rapport à est-ce qu'on devrait ou non
à la lumière des chiffres que je viens de vous donner, est-ce qu'on devrait mettre toute l'énergie et faire tout ce qu'on a à faire pour essayer de réanimer nos patients qui font des arrêts cardiaques intra-hospitaliers? Naturellement, je ne veux pas aborder les arrêts cardiaques extra-hospitaliers, là. Comme on le sait, les taux de mortalité sont probablement eux autres à zéro, puis ça devient une décision des urgentologues. Mais pour ce qui est des soins intensifs, vu que c'est nous qui couvrons les arrêts cardiaques la plupart du temps dans les hôpitaux, je pense que c'est nécessaire qu'on ait cette discussion-là. Alors, je commencerai avec Mathieu. Mathieu, j'aimerais avoir ton premier son de cloche là, par rapport à cette problématique-là puis cette réflexion-là. Oui, donc effectivement, les études qui sont sorties sont assez défavorables sur la réanimation en COVID. Je pense qu'il faut d'emblée, là, nous, on est au Québec, au moment où on enregistre cette balado-là, on est entre deux vagues. Alors, toute la question qu'on a discutée au dernier podcast ensemble sur la priorisation aux soins intensifs ne doit pas rentrer en ligne de compte parce que ça serait une discussion pour une autre fois. Mais en fait, maintenant, alors que les ressources ne sont pas encore complètement étirées, est-ce qu'on devrait offrir la réanimation aux patients ou non? Là, la question, puis on va répondre facilement à la question, est-ce que c'est futile ou non? Mais d'emblée, on a vu qu'il y en a des patients qui s'en sortent neurologiquement intacts. Alors, on ne pourra pas dire que c'est futile de faire de la réanimation, mais on peut se demander, est-ce que c'est futile pour certains patients? Puis, souvent, hein, quand on est aux soins intensifs ou en urgence ou dans toutes les spécialités où est-ce qu'on est habitué de voir des patients en aigu, dès qu'il y a un arrêt cardiaque, c'est un peu une espèce de cloche de Pavlov, hein, on se garoche dessus, on essaie de réanimer le patient. Bon, c'est difficile même au début de la pandémie d'apprendre qu'il fallait mettre nos EPI puis prendre le temps de le faire pendant qu'il y a un patient en arrêt devant nous. Hein, il faut tout bien s'équiper, puis après ça, on y va. Là, de plus en plus, il y a des unités comme vous à Santa où est-ce que vous êtes déjà en équipement de protection individuelle, donc ça facilite beaucoup les arrêts, mais les arrêts de patients, on sait qu'il y a déjà un délai pour la plupart du temps puis que donc les chances sont moins bonnes, mais est-ce qu'on devrait prendre le risque personnel, pas juste nous comme personnes, comme médecins, mais comme équipe de tenter une réanimation pour ces patients, pour certains de ces patients-là? Ma réponse serait que plusieurs patients ciblés, on est déjà au maximum de la thérapie et de tenter une réanimation, en fait, ça ne servira à rien d'autre que d'exposer les équipes à un risque. Et donc, probablement qu'il faut juste pas le faire. Puis que au chevet du patient, la décision d'entamer une réanimation ou non, c'est pas une feuille de papier qui va nous dire quoi faire. Hein. C'est vraiment, si le patient pense que c'est pas indiqué, on n'entame pas une réanimation. Merci Mathieu. Juste avant de donner la parole à Philippe, mon collègue vient de me texter en me disant que j'avais fait une erreur importante. C'est peut-être le bruit que vous avez entendu tout à l'heure pendant la discussion. J'ai dit taux de mortalité à 0%, mais c'est le taux de survie à 0%. Alors, désolé de mon erreur. J'imagine que vous aviez compris, mais je devrais juste rectifier avant de continuer. Donc, Philippe, ta réflexion sur ce que Mathieu vient de dire, puis en général sur la réanimation intra-hospitalière de COVID. OK. Ben, écoute, moi, c'est un sujet qui me tient quand même à cœur depuis le début. Je n'ai pas partagé beaucoup disons, des pensées, des lignes directrices du début en ce qui concerne le risque d'aérosolisation et le risque de contamination, etc., etc. Parce que si on regarde physiologiquement, le patient qui contamine l'environnement le plus, c'est le patient en ventilation spontanée qui tousse. C'est celui-là qui est capable de générer les aérosols qui se mettent à une distance la plus grande possible là, du patient et qui peuvent le plus contaminer. Quand on a un patient qui est en arrêt cardiaque, qui ne tousse évidemment pas, le concept d'intuber, c'est-à-dire d'ouvrir les voies aériennes et mettre un tube, quelqu'un de paralysé qui ne respire pas, le risque d'aérosolisation est minime. Il était vendu comme eau au mois de mars dernier. Ça a pris des mois et des mois avant que quelqu'un fasse l'étude qui applique le gros bon sens que si l'air rentre et ne sort pas, il ne se fera pas tellement d'aérosolisation. Et ensuite, la RCR, ne se faisant pas contre une glotte fermée, ne peut pas générer plus vraiment d'aérosol que le ferait quelqu'un qui respire et qui tousse. Alors, pour moi, dans les premières recommandations, là, qu'il fallait même pas faire de compression avant que le patient soit intubé, était pour moi une
une absurdité totale. Et dans ce contexte-là, si on suit ça, puis ça va prendre 5 minutes avant que le patient soit intubé, je pense que ça devient raisonnable de se demander si, bel et bien, ça vaut la peine d'exposer le personnel à une réanimation, parce que c'est sûr que c'est un endroit chaotique où un masque pourrait être tassé ou des choses comme ça. Alors, c'est sûr que, à mon avis, dans la plupart des scénarios, si on applique qu'on ne fait pas de RCR avant que le patient soit intubé, je pense que ça devient quasiment le risk-benefit ratio de ça est très bas. Par contre, je trouve que cette approche-là est complètement inappropriée. Je pense qu'on devrait, et ce qu'on a, étant sur le comité de réanimation, ce qu'on a dans les débuts fait tout de suite, c'est que à cause de ces inquiétudes-là, on mettait quelque chose par-dessus le visage du patient, on commençait la RCR, les compressions, et puis ensuite, on intubait le patient, puis on continuait après. Alors, au moins, en donnant un peu de circulation là, avant l'intubation. Ça m'a vraiment frappé parce qu'il est sorti même un commentaire dans un journal à Montréal là, de ce type de pratique-là. Je me souviens qu'il y avait un hôpital à Washington qui avait décidé, c'était peut-être pas Washington, mais un hôpital aux États-Unis à quelque part qui avait décidé qu'il n'y avait pas de réanimation pour personne. Et puis ensuite, on a eu quelques cas ici là, qui sont revenus tard et qui étaient évidemment en édème cérébral terrible parce qu'il y avait eu un délai de réanimation. Et même, il y a eu un reportage, là, il y a eu plusieurs séries télévisées là, d'endroits différents, et je nommerai pas l'endroit, etc., mais où on voit que tout le monde discute. Il y a quelqu'un en code en arrière, le code bleu est calé, puis il attend l'équipe d'intubation. Et puis, le médecin est en train de parler au cinéaste. Et puis, finalement, l'équipe rentre, il est intubé, et là, ils partent le RCR. C'était un peu quasiment tout live dans le documentaire. Et c'était un peu comme, ben, voyons, ça fait plusieurs minutes là, qu'on attend qu'il se passe rien. Ça n'a pas de sens de faire de la réanimation comme ça, à mon avis. Alors, pour moi, je pense que si on applique ce genre d'approche-là où on attendait que le patient soit intubé avant de faire des compressions, ben, c'est sûr que d'emblée, à la base, nos taux de réanimation vont être négligeables. Alors, voilà. Et sinon, je partage l'opinion de Mathieu. Il y a probablement certains, on est capable de différencier les cas. Par exemple, si on a un COVID qui soit jeune ou âgé, qui est aux soins intensifs, intubé, on sait que ça va très mal, ils sont sur des supports respiratoires très élevés, l'insuffisance rénale, etc. Et sur tout ça, ils font un arrêt cardiaque. C'est probablement très raisonnable de ne pas les réanimer sur ça. Par contre, s'il y en a un qui code à l'intubation, je pense que le cas est différent. Alors, je pense qu'il y a certainement des cas où on ne devrait pas réanimer, mais d'autres, je pense, où on se doit de le faire. Et on a eu quand même quelques cas, là, j'en ai juste maintenant 3 qui sont dans la tête, là, de patients COVID qui ont codé, qui sont revenus neurologiquement complètement intacts et qui nous ont quittés là, pour la maison. Merci Philippe. Écoute, pendant que tu parlais, ça me faisait penser à plusieurs choses. Alors, je ne sais pas si ça peut aller sur des pistes de réflexion. En début de pandémie, avant qu'on ait autant de diagnostics de COVID faciles, accessibles, il y a un hôpital de Montréal qui a eu un cas d'arrêt cardio-respiratoire et toute l'équipe a attrapé la COVID. Naturellement, ils ne savaient pas là, que c'était un cas de COVID ou ils le suspectaient, puis ils ont fait toutes les manœuvres standards et tout le monde l'a attrapé dû à l'aérosolisation dans cette équipe-là. Alors ça me fait mettre un bémol. Là, naturellement, on va dire que c'est plus vraiment la situation, puis que maintenant on le sait, et que même dans les cas qu'on a un doute, ben, tout le monde se protège. Mais ça reste quand même que c'est quand même assez, ça peut être grave et ça peut faire augmenter la mortalité chez les travailleurs de la santé. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Je vais vous laisser débattre de ces 2 points-là après, du deuxième. L'autre chose, je suis d'accord avec toi, là, les 3-4 cas qu'on a eu de retour à la circulation et retour à la maison, là, je les connais aussi, c'est ceux de notre unité. Par contre, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a beaucoup de patients, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est parce que ces patients-là ont désaturé énormément à la maison durant plusieurs jours, qu'il y avait déjà une fragilité cérébrale, mais lorsqu'ils codaient, souvent après l'intubation ou dans les jours qui suivaient l'intubation. Je pense que ça fit un peu avec la littérature, là, dans les 7 à 10 jours post-intubation, alors qu'ils étaient vraiment mal. Ils ne codaient pas pour longtemps, pour du 4, 5, 6, 7, 8 minutes. On les ramenait et on faisait des scans pour on avait de l'édème cérébral comme si le patient avait codé pendant 45 minutes. Alors,
ça me fait penser à dire, ben peut-être que ce que tu as dit, c'est vrai, on devrait peut-être décoder beaucoup plus rapidement les patients, mais là, on le sait, après ça, c'est un issue familial à régler. Mais quand même, il y avait une sévérité due probablement à de l'hypoxie constante et de longue durée. Alors, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Puis Mathieu, si tu veux aussi répondre à ce que Philippe a dit, là, parce que j'ai quand même intercepté la discussion, alors je vous écoute là-dessus. Mais je suis d'accord avec la plupart des choses que Philippe dit, dans le sens que c'est vrai qu'on surestime beaucoup le risque de la procédure comme telle pour les travailleurs, pour l'aérosolisation. Le problème, c'est que les patients ne codent pas dans une chambre qui est dépourvue d'aérosolisation au départ, hein. Le patient qui code aux soins intensifs alors qu'il est branché de partout, c'est une chose. Le patient qui code alors qu'il n'est pas intubé puis qui vient de tousser dans une chambre, mais il y a quand même un risque à ce moment-là que les travailleurs l'attrapent. Je pense que c'est entre autres pour ça que le cas dont tu citais, Anne, dont tu parlais, les travailleurs l'ont autant attrapé. Donc, effectivement, bon, il y a des patients, on s'entend tous qu'on ne peut pas donner plus d'oxygène dans une réanimation que qu'est-ce qu'on donne déjà en réanimation. Quelqu'un qui code parce qu'il est hypoxémique sur les techniques maximales qu'on fait une fois intubé, bien, on ne peut pas lui en donner plus. Même chose pour quelqu'un qui code sur les amines maximales. Je ne sais pas si les équipes, comment elles réagissent quand ces patients-là codent. Est-ce qu'on se dit, ben, OK, c'est l'échec de nos traitements, puis on ne fait pas de réanimation, ou au contraire, on lance un code, puis on tente une réanimation? En fait, moi, mon message clé, c'est qu'on a le droit, comme travailleur, comme médecin, de se dire la réanimation n'est pas indiquée. Je décide, même si dans une feuille, c'est coché, je veux une tentative de RCR, on n'est pas obligé de la faire. Puis ça, on a le droit de se donner. Puis là, on parle beaucoup des patients aux soins intensifs, mais comme équipe, on va souvent coder à l'étage. Donc, on va avoir d'autres patients aux étages, dans des environnements qui sont plus hostiles, souvent pour la réanimation. Et donc, souvent, avec ces patients-là ne sont pas nécessairement monitorisés. Le délai avant qu'ils soient identifiés est déjà plus long. Donc, c'est tous des facteurs de mauvais pronostic. Donc, il faut vraiment être en mesure de peser ça. Parce qu'un patient qu'on réanime, qui prend un lit de soins intensifs, qu'on lui donne des soins intenses, puis finalement, il est neurologiquement très, très affecté, puis qu'il va décéder dans les jours suivants, c'est une forme d'échec. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il faut 100% de réussite dans tout ce qu'on fait en médecine, sinon on arrêterait de faire notre médecine là, parce que ça n'existe pas le 100% de réussite. Donc, il faut quand même accepter que certaines choses qu'on va faire vont se solder par un échec, mais il faut essayer de diminuer cet échec-là le plus possible. Puis, un des risques importants, ça, c'est un argument et un contre-argument en même temps, c'est le risque pour les travailleurs, non pas le risque physique d'avoir la COVID, mais aussi le risque de s'épuiser sur ces patients-là, parce qu'on sait quand on regarde toutes les analyses d'erreurs, hein, c'est souvent une tempête. On rentre dans la tempête, on réanime, que le patient soit réanimé ou non, on est un peu dans l'œil de la tempête, puis c'est là qu'on fait le plus d'erreurs, c'est là que souvent on fait des erreurs en enlevant nos épis, c'est là qu'on est moins attentif pour les autres patients de notre unité. Donc, il y a ce risque-là aussi qui est important. Puis le risque psychologique, de faire des choses qui sont futiles. Puis ça, c'est perçu par les équipes. On le voit avec les infirmières, on le voit avec les inalos, qui, eux, sont aussi très sensibles à tous ces risques-là physiques de la COVID, mais tous ces risques-là psychologiques, de dire, ben là, j'essaie de réanimer, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne jamais. Pourquoi on s'acharne à faire les réanimations sur des patients que ça ne fonctionne jamais? Ça peut être important. En contrepartie, on prend toujours l'exemple du jeune. On pourrait parler d'agisme en même temps, mais le jeune de 30 ans qui code, d'avoir tout le monde qui se tient les bras comme ça puis qui ne réanime pas, bien, les équipes vont se sentir très, très moralement impuissantes face à cette situation-là de comment ça se fait qu'on ne tente rien, comment ça se fait qu'on fait rien. Donc, ça peut être un couteau à double tranchant, mais c'est pour ça qu'il faut bien connaître nos équipes et bien connaître la population de patients qu'on a en face de nous. Absolument, absolument d'accord avec ça. C'est sûr qu'il faut prendre une vision globale et c'est sûr que dans un contexte, par exemple, où on parle de ressources vraiment limitées, les protocoles de sélection, etc., c'est sûr que dans ce cas-là, la ligne, il faut qu'elle soit tranchée de façon plus claire. Alors, ouais, c'est ça. On ne peut jamais regarder juste en isolation si on a des issues de ressources, que ce soit personnel, de lits, etc. L'épuisement est un très, très gros facteur. Là, on le voit bien, on l'a bien vu. Alors, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération et probablement chaque médecin dans chaque unité, chaque hôpital doit avoir cette vision-là avant de décider d'aller de l'avant ou de ne pas aller de l'avant avec quelque chose. Je vous écoutais parler, puis je me disais, ben Mathieu, tu as dit un bon point. Tu as parlé du fait, un patient qui est hypoxique, puis qu'on voit l'hypoxie s'installer de plus en plus sévèrement, puis à un moment donné, le patient code.
Et c'est certainement pas avec l'embu qu'on va être capable de le ramener là, pendant la réanimation. Par contre, si c'est un patient qui a fait un pneumothorax, comme on en a eu, nous, un jeune de 45 ans, et là, son hypoxie devient extrêmement grave, puis il saturait déjà à 90 avec 100 puis il fait un pneumothorax, ben, de régler son pneumothorax, on risque de le ramener beaucoup plus facilement. Alors, pour ça, il faut le coder, le patient. T'sais. Si tu ne le codes pas, tu ne le sauras pas qu'il n'a pas fait un pneumothorax. Moi, ça me vient comme questionnement, c'est comment on doit approcher un arrêt cardiaque, peu importe l'âge, et comment on doit se sentir supporté par l'administration, le gouvernement, le ministère, un peu à l'image du protocole de priorisation des soins intensifs. Qu'est-ce que vous suggériez aux, aux autorités compétentes? Parce qu'à partir du moment qu'on décide, je connais la règle que nous, on a au Québec, c'est peut-être pas le même partout pour ceux qui nous écoutent en Europe, là, mais nous, on a la règle qui nous dit que si on juge que c'est médicalement non indiqué, on a le droit de changer un niveau de soins ou d'instaurer ou d'arrêter un traitement. C'est pas toujours ça qui est fait pour des considérations légales ou de peur de poursuite qu'on peut vivre, nous, ici, en Amérique du Nord, ce qui est beaucoup pire, si on veut, aux États-Unis. Mais quand même, c'est quand même cette épée de Damoclès-là au-dessus de notre tête tout le temps. Alors, comment vous aborderiez ce questionnement-là, autant avec les familles qu'avec les autorités, pour être capable de se dire, ben, si on doit faire un choix, on doit pouvoir faire un choix protégé. J'ai apporté une petite nuance. On n'a pas le droit d'arrêter un traitement comme médecin si on considère qu'il n'est plus approprié sans le consentement du décideur substitut dans la plupart de nos cas de patients. Mais en fait, ce serait le patient a priori, mais sinon, ce serait les décideurs substituts. Puis on n'est pas supposé, selon le Collège des médecins du Québec, d'écrire unilatéralement dans un dossier pas de réanimation. Normalement, ça devrait être le médecin au chevet qui prend la décision. Est-ce que le traitement que je m'apprête à lui donner au patient, est-ce que c'est approprié ou non? Si c'est inapproprié, à ce moment-là, on n'est pas tenu de faire ce traitement-là. En fait, on ne devrait pas faire ce traitement. La manière, c'est pas juste, je ne suis pas obligé de faire une réanimation. C'est que comme médecin, je ne devrais pas faire de réanimation. Puis ça, ce n'est pas la seule chose. Hein. On a aussi dans d'autres articles du Code de déontologie qu'il faut, quand la fin de vie arrive, il faut la reconnaître puis assurer une fin de vie digne. Et donc, faire des gestes inappropriés à la toute fin de vie, ça vient aussi contre notre Code de déontologie. Donc, ça, c'est Mais une le nuance premier importante. point, le premier point que tu as dit, excuse-moi de t'interrompre, ça ne va pas un peu à la rencontre d'arrêter une réanimation, c'est arrêter un traitement sans l'approbation du consentement d'un tiers ou de la famille. Oui, ben en fait, donc la réanimation, elle a un statut un peu particulier, puis je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui s'est passé en Ontario dans les dernières années, mais Ouais. au Québec, ça a un statut un peu particulier, la réanimation, puis on le voit quand on remplit la feuille de niveau de soins de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, l'INES. Bien, la seule place que c'est prescriptif sur cette feuille-là, c'est la réanimation. Tout le reste, c'est un aide à la décision. Mais la réanimation, c'est prescriptif, dans le sens que si j'écris pas de réanimation, c'est une prescription médicale et on ne devrait pas faire une réanimation. Ceci étant dit, c'est pas parce que j'ai prescrit réanimation, oui, qu'on doit tenter une réanimation, ça demande le jugement du médecin au chevet. Donc, quand on entame la réanimation, après ça, ça devient complètement la prérogative du médecin de déterminer la durée de la réanimation. Donc, d'avoir des médecins qui sortent d'une salle de réanimation puis demander à la famille, voulez-vous qu'on continue? Ça ne devrait pas se passer. C'est la place du médecin de pouvoir faire ça. Si à un moment donné, il juge que ça ne fonctionne pas, la réanimation, parce qu'on n'atteindra pas l'objectif, qui est généralement une survie neurologiquement intacte, c'est le médecin qui prend ça, sa décision, même si la famille insiste pour continuer, puis tout ça, c'est complètement la prérogative du médecin au chevet. Merci pour la précision. Donc, comme je vous le demandais, comment vous pensez qu'on devrait aborder ce sujet-là si on veut aller un peu plus haut et être capable d'aller vers une décision plus éclairée en fonction de chacun des patients, chacune des situations, de l'âge, de la précarité de chacun des patients? Vous, c'est quoi votre approche finale que vous faites là, lorsque vous êtes confronté à un arrêt cardio-respiratoire? Philippe? Ben, si je peux juste rajouter une petite parenthèse que je voulais mentionner plus tôt, mais que je n'avais pas fait, c'est au niveau des EPI. Là. Un peu tongue-in-cheek, je veux dire que les autorités compétentes, c'est pas toujours fiable. Moi, j'ai toujours regardé ça d'une certaine façon depuis le début de la pandémie. La meilleure protection, là, ce serait qu'on arrive à l'hôpital, qu'on rentre dans un Tyvek suit avec un PAPR, qu'on reste dedans la journée, et à la sortie, on passe à travers des espèces de douches, on est tout aspergé d'anti-COVID, et on en sort après, pas de problème de doffing, donning. C'est une protection à 100%. Et on fait des affaires comme ça, quelques endroits là, en Chine, en Italie, des hôpitaux vraiment faits comme ça, et il y a eu essentiellement zéro transmission.
On comprend que ce serait très difficile de faire ça de façon très généralisée. En dessous de ça, il y a les Paper, les N95. Tout s'en va en descendant et il faut comprendre que chaque cran qu'on baisse en dessous de cette espèce de perfection théorique-là, on rentre dans le risk management. Il y a un petit risque, on décide s'il en vaut la peine, on décide où est-ce que ce médecin-là va aller travailler, quel patient il va voir, etc., etc. Mais même, il y a pas longtemps, là, j'étais dans un autre centre, et puis dans les zones chaudes de COVID, c'était correct avec le face mask et le masque chirurgical. Pour moi, c'est une absurdité, ça. Oui, peut-être que ça marche à 95%. Ça veut dire que 5 travailleurs de la santé sur 100 vont être infectés comme ça. C'est pas acceptable là, comme taux. Ça n'a pas tellement longtemps, là, ça a été rehaussé à des N95 ou moins. Alors, je pense que ça va aussi dépendre là, de ce qu'on peut faire à ce niveau-là, puis que les choses soient claires. On devrait maximalement se protéger là, au niveau respiratoire dans chaque cas. Ça fonctionne, Philippe. Ça fonctionne dans les unités ou dans les hôpitaux qui ne sont que de patients uniformes. Par exemple, des patients qui sont complètement COVID, ou moi, j'ai travaillé dans des unités où, par exemple, il y avait des patients qui avaient des infections à COVID et assez difficiles, ce qui dit un peu comment on a surutilisé les antibiotiques au début de la COVID. Mais là, quand on se promène d'un patient à l'autre, ça veut dire que le risque, on ne le prend pas personnellement, mais on peut le transmettre au patient. Et donc, on le voit que dans les hôpitaux, hein, on a eu un peu la lubie à Montréal au début de la pandémie de penser qu'il y aurait des hôpitaux qui seraient froids puis des hôpitaux qui seraient chauds. C'était absurde, là. Je veux dire, on est toujours à un patient d'avoir un hôpital qui devient tiède, donc on ne peut pas maintenir les hôpitaux froids. Mais forcément, les équipes de réanimation, à moins d'avoir des hôpitaux qui sont très scellés, puis qu'il n'y a vraiment pas de passage entre les zones, ça voudrait dire qu'il y aurait une équipe de réanimation en zone chaude, puis une équipe de réanimation en zone froide, puis une équipe de réanimation en zone tiède. Puis ça, dans la plupart des hôpitaux, c'est pas tout à fait possible que ça soit comme ça. Donc, ça rend l'espèce de Tyvek, puis justement de dire je rentre comme ça, ben, et puis je me promène dans l'hôpital, ça rend ça plus difficile. Donc, il va toujours, tu l'as bien dit, là, un risque à gérer. Oui, absolument. Absolument. Sinon, honnêtement, Yann, comment approcher les autorités pour travailler ça? Moi, je sais que je vous mets sur le spot, mais à un moment donné, c'est notre job aussi en tant que médecin, il faut le faire. Puis je sais qu'on a l'expérience dans notre centre, sans rentrer dans la politique, que c'est pas facile, là. Fait que j'aimerais juste avoir votre son de cloche. Ça peut aider les gens, des fois, dans d'autres centres qui ont encore plus de difficultés que nous, des fois, d'avoir des pistes de solutions. Ben, c'est pour ça que je voulais vous entendre là-dessus. Mais en fait, dans les faits, là, il y a on parle du risque médico-légal, là. On ne peut jamais empêcher un patient ou une famille de nous poursuivre. Jamais. Faire ce que les patients ou les familles veulent, ce n'est pas nécessairement diminuer ce risque-là parce qu'on choisit un risque comme ça par rapport à d'autres risques pour toutes sortes d'autres raisons, surtout dans un contexte de ressources limitées. Donc, il y a des patients, effectivement, si on veut faire de la médecine en voulant avoir le risque minimal médico-légalement, bien, on essaie de ne pas être en clinique puis de ne pas voir de patient parce qu'il y a toujours un risque. On est toujours à une erreur de faire quelque chose. Puis quand je dis erreur, là, ça ne veut pas dire que c'est nous comme médecins, mais c'est tellement complexe le système de santé. Les risques, on le voit, là, les erreurs sont malheureusement beaucoup trop fréquentes, les incidents et les accidents. Mais à un moment donné, d'arriver au chevet d'un patient puis de pouvoir dire, si on est poursuivi, de dire, écoutez, là, on a tout fait pour empêcher l'arrêt cardiaque. Une fois qu'il est arrivé, il est arrivé. Je veux dire, malheureusement la conséquence de la maladie. J'ai tout fait, je ne peux pas faire plus. En fait, moi, je trouverais ça beaucoup plus dangereux de dire, hey, j'ai gardé une thérapie lors de la réanimation que je n'ai pas appliquée plus tôt. Ton exemple du pneumothorax est excellent, mais si un patient se détériore sur quelques heures où on n'est pas capable de le faire saturer, bien, j'espère qu'à un moment donné, dans cette détérioration-là, il y a un médecin qui va avoir amené son écho au chevet puis va avoir regardé le pneumothorax. S'il y en a un pneumothorax, on va l'avoir traité. C'est pas la même chose que le patient qui, tout à coup, il a l'air sous le cruise control, puis là, il code parce qu'il a l'air de désaturé, mais là, il faut faire là, il faut revenir clinicien, là, puis de dire, hey, écoute, on n'est pas dans le risk control, qu'est-ce qui a fait coder ce patient-là? Je ne le sais pas, je vais aller voir au chevet. Ça, c'est autre chose. Mais la plupart des patients en COVID qui codent, ce pas des patients qui codent out of the blue. Hein. Il y a souvent une détérioration qu'on voit avant, puis qu'on peut se dire, ah, ce patient-là est vraiment fragile, j'ai peur qu'il code, puis que j'essaie de le prévenir de plein de manières, puis là, finalement, mais ça ne fonctionne pas, puis il tombe en arrêt cardiaque. Absolument. Donc, en fait,
Merci de vous avoir lancé dans cette discussion-là. Là, je sais que c'était pas facile. Mon but, c'était pas de régler la problématique d'arrêt cardiaque. Quand on regarde les chiffres là, de ce que notre Institut national d'excellence nous dit, en avril et mai, on attend jusqu'à 6 000 cas par jour dans le Grand Montréal de COVID. Le plus haut qu'on a eu, si je me rappelle bien, c'était 2200, 2300 durant la première et deuxième vague. Alors, la problématique des arrêts cardiaques va revenir. Et si c'est vrai que le variant britannique, ce que nous, on a au Québec, a 64 de plus de mortalité, bien, je pense que des patients aux soins intensifs, on va en avoir. Naturellement, si notre vaccination va nous permettre de ralentir ce chiffre astronomiquement épeurant-là de 6 à 8 000 cas par jour dans le Grand Montréal. Mais si ce n'est pas le cas, on va avoir à coder et à réanimer des tonnes de patients selon notre capacité hospitalière. Alors, comme je le disais, mon but, c'était pas de régler ça aujourd'hui. Je voulais juste lancer la discussion. Venez nous rejoindre sur Twitter pour être capable de discuter de ces choses-là. Naturellement, s'il y a des questions qui sont adressées à Dr. Rolla et Dr. Moreau, gênez-vous pas pour le faire et ça va leur faire plaisir de nous répondre. Alors, je voulais vous dire un grand merci. Merci d'avoir été là. Puis pour le reste des gens, faites-vous vacciner, faites attention à vous, préparez-vous pour la troisième vague. Au revoir, Philippe. Au revoir, Mathieu. Bye. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.